Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Voix est libre, numéro spécial comme vous pouvez le constater puisque nous sommes à Montmorillon dans la Vienne. Montmorillon qui accueille ce week-end le 14e Salon du Livre où sont attendus près de 10 000 visiteurs et une centaine d'auteurs. Si nous sommes là aujourd'hui, eh bien c'est parce que nous allons parler de la culture en temps de crise. À quel prix? Pour en parler, nous avons invité sur ce plateau Yves Boulou, le maire de Montmorillon. Bonjour et merci de nous accueillir dans cette magnifique cité. À vos côtés, Nicolas Margeau, adjoint au maire de Niort en charge de la culture. Bonjour, nous verrons en quoi la ville de Niort occupe, nous verrons une place particulière dans le paysage culturel de la région. Également présent sur ce plateau, Joël Breton, directeur de l'association culturelle charentaise La Palaine et directeur du festival des Sarabandes qui aura lieu, on le rappelle, du 28 au 30 juin. Bonjour. Élodie Gérard, journaliste au service culture de la rédaction de France 3 Poitou-Charentes, va nous apporter son expertise sur le monde de la culture dans notre région. Bonjour Élodie. Bonjour Jérôme. Un salon du livre en pleine crise économique qui frappe depuis plusieurs années le monde de la culture. Alors avant d'en débattre avec nous, Élodie, vous nous dressez un état des lieux un peu de la culture en Poitou-Charentes. Oui, parce que c'est important de savoir de quoi on va parler. Et vous allez voir qu'en matière d'offres culturelles, la région est plutôt bien dotée un peu dans tous les domaines. Parlons d'abord des scènes nationales. Il y en a 4, une dans chaque département. Et c'est d'ailleurs l'une des rares régions aussi bien dotées en France. À titre d'exemple, nos voisins du Limousin ou d'Aquitaine, par exemple, n'ont qu'une seule scène nationale. Concernant la musique, cette fois, il ne vous aura pas échappé, Jérôme, qu'il n'y a pas d'opéra dans la région. Mais il y a de quoi, en revanche, se faire quelques concerts de rock, surtout. Nous avons, vous le voyez, 6 salles de musiques actuelles, des SMAC, dans le joli jargon du ministère de la Culture. C'est en fait l'équivalent du label Scène nationale pour le théâtre. Et pour compléter ce tour d'horizon, je n'oublie pas un centre national des arts de la rue, un orchestre régional permanent, un centre dramatique national et un centre chorégraphique régional. Voilà pour les poids lourds. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier tous les poids plumes. Et ils sont nombreux, je pense notamment à toutes les associations comme La Palaine à Rouillac, toutes ces associations qui, elles aussi, apportent leur pierre à l'édifice de la création et de la diffusion du spectacle vivant. Et puis, si on parle d'offres culturelles, on ne peut pas ne pas parler des festivals, évidemment. Et là encore, le Poitou-Charentes n'a pas à rougir. Jugez plutôt, le Festival de la BD à Angoulême et les Francopholies de La Rochelle comptabilisent 300 000 visiteurs à eux deux. Ce sont 2 belles locomotives, mais qui ne doivent pas cacher tous les petits wagons qui sont derrière. Car vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il y a en tout près de 300 festivals dans la région. C'est une offre extrêmement riche. Trop, peut-être diront certains, surtout en ces temps de crise. Alors, messieurs, y a-t-il trop de festivals dans la région? Joël Breton, vous qui en dirigez un. Je ne suis pas sûr qu'il y ait trop de festivals dans la région. C'est vrai qu'on a une chance inouïe sur ce territoire, 4 petits départements quelque part, et beaucoup de festivals, mais on se rend compte que ces festivals ont des offres très très diverses et tout à fait complémentaires. Donc non, je ne suis pas sûr qu'il y ait trop de festivals. On se rend compte que sur le plan économique, c'est quand même un poids important. Par contre, il y a des réflexions à mener certainement sur la répartition de ces festivals et sur les orientations à prendre aujourd'hui. Et on va en parler au cours de l'émission, Voilà. bien entendu. À Niort, par exemple, vous venez de créer, Nicolas Margeau, un festival, donc vous en rajoutez encore. C'est un modèle viable économique aujourd'hui de créer un festival? En tout cas, il faut que ce soit l'une des raisons, et pas seulement celle-ci, pour entre guillemets inventer, créer un festival, puisque effectivement il y a la dimension économique, il y a la dimension d'attractivité, mais généralement le festival il couronne une activité à l'année. Pas de salon du livre ici, je pense, sans cité du livre, sinon ça serait pas cohérent. Et pas de politique culturelle et de développement durable comme levier de transformation de la ville sans un festival Tessiverdi qui n'est que l'aboutissement d'une politique publique menée à l'année. Sinon ça n'a pas de sens, sinon on est là pour divertir et ça les centres commerciaux le font très bien. Yves Boulou, je rappelle que vous êtes également président de l'association des maires de la Vienne. Est-ce qu'il y a trop de festivals dans le département et plus largement dans la région? À mon sens, certainement pas. Je crois que chaque festival doit trouver sa place, doit trouver aussi son financement, ce qui n'est pas toujours facile. Et on rappelle que ce sont les communes qui sont le premier financeur des festivals. Le premier financeur des festivals et de la culture en général. 6 milliards et demi au plan national, voire 7 milliards d'euros dans cette fourchette-là d'investissement des collectivités locales en général, dont au moins 5 milliards des communes, je crois, sur les activités culturelles. À Montmorillon, nous avons, à propos de festival, lancé nous-mêmes un nouveau festival sur la musique classique. Et puis depuis l'année dernière, il a évolué un petit peu
avec l'appui d'un organisme qui On va y revenir. apporte des financements. Et on va vous demander pour quelles raisons un Oui. festival supplémentaire comme à Nicolas Margeau. Mais pour finir de planter le décor, simplement, je vous propose d'écouter ce que disait François Hollande du budget de l'État consacré à la culture. C'était en janvier 2012, c'était à Nantes. L'homme, je le signale, n'était pas encore président de la République, mais un candidat avec des promesses dans sa musette. On l'écoute. La culture doit être une priorité majeure, une ambition commune. Ça doit se retrouver bien sûr dans le budget de la culture. Mais plutôt que de fixer des taux de progression, j'affirme que le budget de la culture sera entièrement sanctuarisé durant le prochain quinquennat. Élodie, la sanctuarisation du budget de la culture, là franchement on en est loin. Oui, il n'y a qu'à voir la réaction de nos invités sur le plateau. On n'y est même pas du tout, je vous rappelle un chiffre, moins 4,3%. C'est la baisse annoncée pour le budget de la culture, c'est tout simplement du jamais vu. Pour un gouvernement de gauche et pour un gouvernement tout court, d'ailleurs, même en temps de crise, on n'avait jamais osé toucher au sacro-saint budget de la culture. Yves Boulou, est-ce qu'un gouvernement de droite, selon vous, aurait fait différemment? Est-ce que c'était la bonne décision à prendre? Je suis moi-même pas très favorable à ce qu'on sacrifie la culture. Je ne suis pas favorable du tout même. Mais maintenant, il faut reconnaître, je ne suis pas là pour défendre le gouvernement, ni celui-là, ni un autre. Divers droite de Montmorillon. Ni celui-là, ni un autre. Mais je crois qu'il faut reconnaître que nous sommes dans la pire crise que nous ayons connue depuis la crise qui a précédé la guerre mondiale. J'espère qu'il ne faut pas y voir un présage, je ne le crois pas du reste. Mais je crois que ce qu'il faut en tout cas, c'est au minimum, quand on est réduit à faire des économies globalement, c'est au minimum préserver la part de la culture. C'est ce que je dirais. Joël Breton, vous, la sanctuarisation de la culture, vous y avez cru? Vous ne pensiez pas que ça viendrait d'un gouvernement de gauche de ne pas tenir cette promesse-là? C'est vrai qu'ils sont un peu durs à faire. Que ce soit la gauche qui prenne la décision de diminuer le budget de cette façon-là, c'est juste incompréhensible. C'est vrai qu'on n'y a pas forcément cru, les discours de période électorale, on sait tous ce que c'est. Enfin, de là à avoir une baisse aussi importante. Et puis surtout, il y a deux choses là-dessus. Il y a la baisse globale et puis il y a aussi la répartition de ce qui reste. On se rend compte qu'aujourd'hui, les grosses institutions nationales sont maintenues, voire renforcées, au détriment de l'ensemble du territoire français. Toutes les initiatives qui sont prises un peu partout sur le territoire se voit petit à petit démunis de financement national. C'est un double effet. Bon, d'abord financièrement, évidemment, c'est compliqué de tendre à l'équilibre, mais il ne faut pas oublier que les financements croisés sont aussi, c'est fer de lance. C'est-à-dire que quand l'État reconnaît même à des proportions peu importantes, ça favorise évidemment les autres financeurs à maintenir et à renforcer les choses. Non, c'est juste lamentable, quoi. Nicolas Margeau, vous êtes adjoint à la culture à la mairie de Niort, vous êtes un homme de gauche. Cette non-promesse, en tout cas ce retour totalement contradictoire par rapport à cette promesse sur cette baisse du budget de la culture, au-delà du fait que ça vous étonne, est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi? J'avais déjà trouvé la formule sanctuarisée malheureuse, moi, de toute façon, parce que c'était aussi l'idée que la culture était une citadelle assiégée. C'est-à-dire qu'on n'était pas déjà dans l'idée de faire autre chose, au mieux que de lutter contre le modèle libéral qui se met en place. Déjà, c'était défensif. Or, la culture, c'est au contraire, c'est ce qui permet l'émancipation de tous, c'est ce qui permet la transformation sociale. Donc, on n'aurait pas dû être dans un budget sanctuarisé, mais au contraire, dans un budget moteur de la transformation et d'un programme de gauche. Apparemment, ce que vous faites à Niort, puisque je rappelle que Niort est une ville qui ne connaît pas la crise au niveau culturel, puisque le budget alloué à la culture a presque doublé en un an. Comment C'est assez gonflé comme décision en temps de crise. Parce que je pense que ça peut intéresser le maire de Montmorillon. Pour que ce soit parfaitement juste, c'est pas en un an, c'est en 5 ans, mais effectivement il a doublé. Alors pour être clair, hein, le budget de la culture en 2008 était de l'ordre de 2 millions d'euros par an, et aujourd'hui il avoisine les 4 millions d'euros par an. C'est possible que par deux, comme pour toute autre politique publique, il n'y a pas de miracle, c'est-à-dire qu'on n'est pas des écervelés déconnectés du réel. Il fallait à la fois augmenter la fiscalité d'un côté et assumer ça, et de l'autre côté faire des choix. Dit autrement, souvent cette formule qui ne plaît pas toujours, la culture affirmée et défendue de manière offensive et pas sanctuarisée, c'est admettre l'idée qu'on fera peut-être un petit peu moins de voirie et qu'il y aura un petit peu plus d'impôts. Donc c'est pas nécessairement électoralement vendeur, mais c'est essentiel dans un temps de crise où la culture est forcément le facteur massif et premier du lien social.
Yves Boulou, vous êtes d'accord avec ça? Moins de voirie et plus de culture? Alors le problème, c'est que quand on a depuis longtemps économisé un petit peu sur la voirie, comme c'est le cas chez nous, ça a ses limites aussi. À un moment, il faut en faire. Donc nous, on n'a pas doublé, mais on a fait depuis de nombreuses années beaucoup d'efforts en matière culturelle. Et on a au moins maintenu ce budget de la culture depuis les années de crise, à plus d'1 million d'euros. Alors peut-être qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes définitions, on a peut-être une conception un petit peu plus extensive, parce que je doute que nous soyons au quart du budget de Niort sur le domaine. Mais je veux dire, c'est tout de même quelque chose de très important à l'échelle de notre budget. Et sur un point sur lequel je rejoins mon collègue niortais tout à fait, c'est que la crise, évidemment, peut nous imposer de faire des économies dans tel et tel domaine, nous limite de toute façon aussi, de mon point de vue, les marges de manœuvre pour ajouter aux difficultés des gens des impôts locaux plus lourds. Donc on essaie d'éviter, enfin jusqu'à maintenant on évite de le faire. Mais encore une fois, la culture ne doit pas se sacrifier, parce que c'est ce dont on a encore plus besoin en temps de crise. Et je crois qu'il ne faut surtout pas sacrifier ce domaine-là, et nous nous y attachons. Donc j'ai l'impression qu'il y a un consensus droite-gauche là-dessus. Joël Breton, chez vous à Rouillac, alors là, vous êtes un privilégié, parce qu'à Rouillac, le budget de la culture, on parlait du quart, ben là voilà, on y est, c'est 25% du budget global. Vous êtes, je le disais, un grand privilégié. Alors que dans la moyenne des villages voisins, c'est plutôt autour de 3%, je crois, du budget de la commune consacré à la culture. Oui, enfin, tout est relatif, puisqu'on est dans une petite commune, donc il ne faudrait pas laisser croire qu'on a des sommes très 1800 importantes. habitants quand même. Mais c'est vrai que c'est la mairie, la municipalité de droite, pour le coup, divers droite aussi, voilà, a fait le choix depuis très longtemps de privilégier cette action-là. Mais c'est vrai que quand on dit culture, il faut d'abord préciser ce qu'on dit, ce que ça cache, quoi. La culture, on parle là du spectacle vivant. Bon, oui, ça peut être les spectacles, la diffusion, etc. Mais en réalité, derrière se cache tout ce qu'on met sous le vocable action culturelle. Pensez aux arts Tout le plastiques. travail que l'on fait en direction du lien social, tout ce qu'on fait en direction de l'éducation des enfants. Et on verra ça en fin L'éducation d'émission avec les artistique, libraires indépendants, mais par pas exemple. que. C'est les croisements de générations. Enfin, ça cache effectivement beaucoup de choses, et en particulier deux choses que sont, pour moi, la fierté. Savoir qu'on appartient à un territoire, qu'on appartient à une population, qu'on peut faire des choses avec cette population-là. Il y a quelque chose du domaine de la fierté, et puis de donner d'autres clés en période de crise en particulier. Évidemment qu'il faut s'ouvrir encore un peu plus à l'ensemble du monde, et la culture est porteur de ça. Vous êtes un grand défenseur de la culture comme lien social, donc. Oui, enfin, c'est un des éléments effectivement de la culture. C'est clair que ça engendre du lien social. Oui. Nicolas Margeau, est-ce que la culture, c'est plutôt une bonne chose électoralement parlant? En clair, est-ce que ça vous rapporte des voix? Ça vous rapporte des voix, tout Je vais la simplement. faire Voilà. autrement. Moi, je suis sûr que non, et en même temps, c'est pas une réponse de Normand. Un petit peu si, parce que c'est le meilleur pare-feu contre le Front National. Et ça, au moins, tous les républicains peuvent s'entendre là-dessus. Expliquez-nous ça, s'il vous plaît. Très simplement, on parlait de lien social. Très concrètement, la culture, c'est sortir de chez soi. 2, sortir, excusez-moi, d'un rapport un peu personnalisé à la télévision, et de profiter d'une soirée, de vivre une expérience collective, partagée, et en plus se frotter, se confronter à la différence à travers la création contemporaine. Donc non seulement on est plusieurs, non seulement on sort de chez soi, on valorise le collectif, et en plus on se frotte à la différence. Derrière ça, c'est l'antidote à tous les replis identitaires, et l'antidote finalement au chacun pour soi, qui est quand même le modèle libéral actuel. Joël Breton, vous acquiescez évidemment à ça. J'aurais du mal à dire le contraire, c'est clair. Des festivals qui n'ont pas les reins assez solides, il y en a beaucoup, mais si on le sait bien. On a vu des organisateurs qui ont jeté carrément l'éponge cette année, par exemple. C'était le cas pour Festivété à Moutier, sous Chantemerle, dans le nord de Sèvres. Écoutez comment Claude Guilloton, le directeur du festival, explique cette situation. Les gens réservent de plus en plus tard, parce que je vois les retours qu'on a eus sur notre Facebook, sur notre site, c'est oui, mais on voulait réserver. Sauf que nous, concrètement, on peut pas trop se permettre d'attendre le dernier moment pour se lancer, en fait. Hein. Donc là, c'est aussi une autre logique, il faut peut-être réfléchir. La Festivété qui prend la triste suite de la Garden Neve Party d'Angoulême, qui après 3 éditions a dû rendre les armes. Est-ce que ces disparitions sont inévitables ? Qui veut répondre à cette question? Allez, Joël Breton. La saison n'est pas très bonne, globalement, oui, pour non, le la festival. question est assez... Enfin voilà, il faut le prendre autrement. Tout à l'heure, il y a quelque chose qui a été dit qui est très important. Un festival ne doit pas être parachuté comme ça, au hasard d'une envie. Voilà. Le festival, c'est un ancrage dans le territoire. C'est quelque chose qui va plus loin. Enfin, ça peut être une programmation, ça peut être un travail de fond, peu importe, mais ça doit avoir du sens. Et quand je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas forcément trop de festivals, non. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on voit fleurir aujourd'hui beaucoup d'événements qui sont parachutés tout d'un coup. Alors parachutés, des tonnes de gens
s'inventent tout d'un coup directeur de festival, machin, dans un village, dans une ville, peu importe, sans qu'il y ait une assise culturelle, durable et longue. Et ça, c'est un vrai problème. Après, cette assise, pardon, ça se fait quoi avec des réseaux c'est tout. Si on prend Musique Métisse, par exemple, ça fait 30 ans qu'il y a un travail énorme sur justement la différence, voilà, les relations nord-sud, etc., etc. Il y a tout un travail de décentralisation, tout un travail de lien avec les quartiers, avec les populations issues de ces territoires du Sud, etc., etc. Donc il y a un travail de fond qui est fait avant que le festival arrive. Et puis après aussi. Mais Musique Métis, justement, vous parlez de ce festival, ils ont attiré 7000 festivaliers cette année, c'est encore moins que l'année dernière. Là, c'est pas l'ancrage dans le territoire, et il est pourtant réel, donc il y a une cause plus profonde. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut se poser certaines questions et revoir les formules, ça c'est autre chose. Peut-être que Musique Métis est arrivé à un tournant effectivement de son histoire. Après, si on revient au festival et si certains se cassent la figure et s'il y a des risques énormes sur beaucoup actuellement, je pense, moi, que l'argent public ne doit pas servir à aller dans les poches des très gros producteurs français ou internationaux et que faire la bascule entre de l'argent public et les poches de ces gens-là, pour moi, c'est inadmissible. Accueillir des artistes internationaux sur nos festivals, donc déjà, c'est compliqué à le justifier à partir du moment qu'il y a de l'argent public. Et puis, surtout, ça met en danger ces festivals-là d'une façon hallucinante. Ce que je vous propose, Joël, c'est qu'on va en parler juste après le reportage qu'on va voir tout de suite, parce qu'un autre festival rock a eu un peu de plomb dans l'aile. C'était le Free Music Festival de Montendre. Il a eu lieu le week-end dernier. Retour sur une édition 2013 qui ne rend pas forcément les organisateurs très optimistes. Des têtes d'affiche de stature internationale, un site reconfiguré dans un décor paradisiaque, une mécanique bien huilée de techniciens de haut vol et de bénévoles qui ne se ménagent pas. La 13e édition du Free Music est cette année encore incontestablement une réussite. Mais voilà, avec 12 ou 13 000 entrées sur 2 jours, le bilan comptable, lui, est loin d'être satisfaisant. La crise, la météo, la morosité ambiante, le Free, comme tous les autres festivals de la région, se pose des questions existentielles. On voit les festivals de plus en plus fonctionner de manière moins associative, mais plus des sociétés de production qui rentrent dedans. Ça se professionnalise beaucoup. De là à dire que ça prend le chemin qu'a pris le marché du disque, voilà, il y a des années, et qu'on va retrouver un peu ce schéma-là dans le spectacle vivant, bon, c'est assez difficile à dire maintenant. En clair, c'est la bonne vieille loi capitaliste de l'offre et de la demande. Le show business, quoi. Avec des sociétés de production et des artistes qui profitent allègrement de la concurrence entre festivals. C'est évident que sur pas mal d'artistes, le coût d'accueil et le coût de frais artistiques n'est pas forcément en adéquation avec ce que peut générer l'artiste en termes de fréquentation. Et là, à un moment donné, voilà, il faut compenser cette différence et voilà, là on peut aller droit dans le mur. Et d'aucuns de dénoncer également un manque certain de transparence de certains organisateurs quant au soutien qu'ils reçoivent des collectivités locales. Il n'est pas scandaleux que de l'argent public subventionne des manifestations culturelles et donc des sociétés privées de production. Mais en temps de crise, les bénéfices de quelques-uns se font toujours au détriment du plus grand nombre. Élodie, on a l'impression que ce sont effectivement, comme disait Joël, les grosses structures qui posent problème. Le problème surtout, c'est quand, comme toujours en temps de crise, les inégalités se creusent entre les gros et les petits. Je reviens vers vous, Joël Breton. Quand un festival, au hasard, les Francopholies de La Rochelle, affiche une santé de fer et plus d'1 million de subventions publiques, alors que vous tirez le diable par la queue avec le festival des Sarabandes, vous vous dites quoi? Que vous jouez pas dans la même cour et que vous ne jouerez de toute façon jamais dans la même cour? Ah mais l'objectif, il n'est pas de jouer dans la même cour. De toute façon, ça n'a rien à voir. J'ai entendu il y a quelques mois, quelques années, des gens qui voulaient, par exemple, se faire valoir d'être le grand festival entre Carré et l'Espagne. Mais ça n'a aucun sens. C'est la Gare de Nef. Par exemple, mais ça n'a aucun sens. Dès le départ, c'est à côté de la plaque. Les Vieilles Charrues, qui est devenu l'un des très gros festivals français, ça s'est appuyé sur une histoire très précise en Bretagne. Et ça, même si aujourd'hui c'est devenu autre chose, mais ça avait du sens. On ne crée pas artificiellement quelque chose. Et sans parler des francopholies, mais c'est une question de... Il faut savoir pourquoi on fait ce métier, savoir qu'est-ce que l'on cherche au travers de ce métier. En ce qui me concerne, très clairement, ça ne m'amuse pas du tout d'aller serrer des paluches, des têtes d'affiche. Je m'en contrebalance. Je ne suis pas là pour faire ce boulot-là.
Ce qui m'intéresse, moi, c'est les gens, c'est le quotidien, c'est le lendemain et la veille du festival. C'est-à-dire qu'est-ce que l'on amène aux gens, qu'est-ce qu'on leur permet de faire de plus qu'ils n'ont pas fait avant, etc., etc. Trouver du sens, donner du sens. Mais vous dites quand même qu'il y a un réel déséquilibre entre les subventions apportées par l'État aux gros et aux petits. Vous êtes d'accord avec ça, qu'il y a un déséquilibre entre les subventions Yves Boulou, peut-être apportées à l'État aux gros qui sont au détriment des petits? Certainement, on constate souvent que l'argent va là où il y a déjà de l'argent parce qu'il y a des choses à conforter, parce que s'il y a un festival jugé très important dans le paysage se trouve en difficulté financière, ce serait une catastrophe. Mais je suis assez d'accord avec M. Breton qui défend, lui, la cause de petits festivals qui doivent trouver leur place. Et je crois que c'est pas. Je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est pas une fin en soi de chercher à faire toujours plus gros, toujours plus gros. Ça n'a pas vraiment de sens. Et je crois que chaque festival devrait trouver sa place avec les moyens qu'il le faut pour trouver son public localement. Je crois que je plaide beaucoup pour les choses qui sont décentralisées. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une série de festivals, je dirais, à taille humaine dans une région plutôt qu'un méga festival qui risque un petit peu d'étouffer les autres parce que manifestement, il va effectivement drainer beaucoup d'argent public. Donc il n'y aura pas un plus gros festival ici à Montmorillon, par exemple, dans les années à venir? Je ne dis pas que un festival de rock, par exemple. Je ne peux pas vous dire que si on a l'opportunité d'avoir un gros festival, on dira non, on n'en veut pas, mais on n'aura jamais les vieilles charrues, ça c'est sûr. Et je crois que ce n'est pas en tout cas une fin en soi, la course au gigantisme pour un festival. Joël Breton, vous avez deux casquettes, je le rappelle, c'est le directeur du festival des Sarabandes, mais aussi c'est le directeur de l'association La Palaine, une association culturelle donc, qui fait des heureux à Rouillac en Charente, et ça depuis, je crois, 15 ans. 15 ans 16 ans, exactement. 16 ans. Vous faites comment pour tenir donc 16 ans? C'est ça, ce que vous disiez, c'est le lien social? Alors, pour revenir juste sur l'idée des festivals, il ne s'agit pas, et plus généralement de ça, du niveau des structures. Il ne s'agit pas d'opposer les petits et les gros. Ça n'a pas de sens. Stigmatiser. Il s'agit de savoir quel sens ont ces différents événements-là. Qu'on soit sur un petit festival ou un gros festival, peu importe. Pas une question de Il y a jalousie. des événements qui ont du sens, qui ont une raison d'être, et ceux-là doivent être aidés. D'autres, à l'inverse, n'ont pas forcément les mêmes fonctions, quoi. Voilà. Après, nous, comment on fait? On a plusieurs choses. D'abord, on essaie de se débrouiller, c'est-à-dire les bouts de ficelle. On a la chance d'avoir un bénévolat phénoménal. On a la chance aussi d'avoir des élus un peu comme mon voisin de droite à Niort qui se battent comme des fous pour que ça continue d'exister. Mais pourtant, tout ça, j'entends bien, mais tout ça, il fait qu'aussi que vous avez vous aussi des problèmes à cause de la crise. Oui. Et on va faire un retour, si vous voulez bien, sur un reportage que nous vous avions consacré. C'était en octobre dernier. Regardez. Devant un parterre de spectateurs, l'équipe de La Palaine présente les spectacles à venir. Mais sous les maquillages, les visages sont graves. Si l'État nous a pratiquement créés avec les élus locaux, il y a maintenant 15 ans, aujourd'hui, il décide de nous laisser tomber comme une vieille chaussette, sale et sans importance. Ce qui manque, ce n'est pas le public, mais 25 000 €. Du coup, La Palaine attaque sa saison dans le rouge pour la première fois de son histoire. Moins d'argent et pas vraiment de solution en vue. La Palaine, le 27 pour les habitués, c'est pourtant une institution. Un lieu unique en pleine campagne charentaise, fréquenté par quelques 20 000 spectateurs chaque année. Ici, c'est un joli succès et même une fierté. Souvent au spectacle, on remarque, vous avez vu, il y a plein de gens d'Angoulême qui descendent chez nous. Ça change. Oui. Je pense que n'importe quel Rouillaquais qui voyage un peu en Poitou-Charentes, s'il dit qu'il est de Rouillac et qu'il parle de la Palaine, c'est comme la foire. Je veux dire, la Palaine est aujourd'hui largement au niveau de la foire de Rouillac. Qu'importe les difficultés, la fête aura bien lieu cette année. Souchon, Sanseverino ou encore Sophia Aram sont attendus à Rouillac. Si la Palaine doit se serrer la ceinture, c'est sûr, ce ne sera pas sur sa programmation. Alors on dit souvent que quand on n'a pas d'argent, il faut avoir des idées. Alors vous, messieurs, autour de la table, quelles sont vos idées pour trouver d'autres financements dans le secteur privé? Peut-être le mécénat, le sponsoring, le partenariat? Non, j'étais parti à dire, quand tu m'as coupé, que mais aujourd'hui, je ne peux pas répondre à la question, je n'ai pas la réponse. Il me manque non plus 25, mais 30, 35 000 maintenant, et je n'ai plus la réponse. On était 11, on n'est plus que 4 aujourd'hui. Et je ne sais pas comment je vais faire pour la rentrée. Alors je rebondis sur la question d'Élodie. Est-ce que c'est le mécénat qui peut sauver justement des festivals? Et le mécénat, non, je continue, mais le mécénat, non, on est bien placé. Ça fait 15-16 ans
qu'on travaille effectivement avec des mécènes et du partenariat privé. Nicolas Margeau, on va laisser un peu parler Nicolas. Je vais repartir Sur le de mécénat, l'idée s'il vous que c'est quand même l'idée qui entraîne les moyens. C'est-à-dire que je sais que ça peut paraître très utopique, mais alors moi je suis convaincu de ça et je peux assez facilement avec l'exemple de Niort en faire la démonstration. C'est-à-dire que à un moment ou à un autre, si vraiment on est convaincu de son idée, si on pense que ça a un sens, qu'on est capable de le défendre collectivement et que on est entouré de gens aussi très compétents et très professionnels pour la faire vivre, j'ai envie de dire on est aussi plus convaincant déjà auprès de nos partenaires institutionnels. Dans un contexte que je ne nie pas et qui a été très bien présenté en début d'émission, effectivement, les financements d'État, et c'est bien scandaleux, diminuent. Il n'empêche que sur Niort, ils ont augmenté. Je sais que c'est complètement... vous avez les banques, les assurances, les mutuelles, c'est pas du jeu. Mais là, pour le coup, je parle de l'État. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, ils font aussi des choix. On a des fonctionnaires particulièrement exigeants, vu qu'ils ont de moins en moins de moyens à leur disposition. Et effectivement, ils font des choix. Ils vont sur les politiques publiques qui leur paraissent aujourd'hui les plus à même d'être durables dans le temps. Parce qu'aussi, à un moment, on est sur un secteur qui a été énormément fragilisé par la restriction des moyens. Et je termine. Ce qui est vrai aussi pour le mécénat privé. Le mécénat privé, c'est pas des samaritains ni des philanthropes. C'est-à-dire qu'ils n'iront que sur des projets qui leur paraissent viables, durables et sur lesquels ils puissent avoir des retombées. Or, une bonne partie de nos objectifs... On a vu de temps en temps au Festival d'Angoulême de la BD. Et une partie de nos objectifs de politique publique sont incompatibles avec des intérêts privés à court terme. On travaille beaucoup à long terme. C'est aussi pour ça que ça a aussi ses grandes limites. C'est-à-dire qu'effectivement, sur de l'événementiel pur et dur, avec de fortes retombées d'image, vous aurez effectivement du mécénat privé, sur des politiques éducatives, d'émancipation, du long terme, où on va aller travailler avec des publics éloignés de la culture. Là, effectivement, vous serez seul avec vos moyens et vos deniers publics. D'où, là, pour le coup, l'extrême danger à diminuer les fonds publics sur la culture. J'ai envie d'entendre Yves Boulou sur le sujet du mécénat. Sur le sujet du mécénat, c'est forcément compliqué. Les fonds publics sont rares, mais en période de crise, le mécénat privé, ça ne prend pas tellement d'ampleur non plus. Il faut arriver à se battre pour convaincre des mécènes, surtout si on a besoin de montants relativement significatifs. Donc c'est compliqué. Est-ce que ça peut être une solution pour soulager les collectivités locales qui, à un moment donné, ne pourront plus pallier l'absence de l'État ? Bien sûr. Le problème étant qu'en période de crise, le public souffre, mais le privé souffre aussi. Ça dépend des secteurs, vous me direz, mais globalement, c'est vrai. Et globalement, ils réduisent la voilure aussi. Donc c'est une solution, certes, mais tout le monde cherche à trouver des fonds de mécénat, mais c'est quand même assez compliqué. Moi, ce que je voudrais quand même dire, j'ai entendu un mot tout à l'heure important, c'est bénévolat, et en tout cas, une chose est certaine, c'est que sans le bénévolat et sans la force... Il ne se passe rien. Alors, en milieu urbain, je pense que c'est un peu vrai aussi. En milieu rural, c'est particulièrement vrai. On a vraiment besoin de cette force de travail que donnent les gens gratuitement parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils le veulent. Et je crois que sans ça, on n'aurait pas de culture. Alors je pense qu'il y a beaucoup de bénévoles à Poitiers et pourtant pas de risque de disparition de festival dans la capitale régionale puisqu'il n'existe aucun festival de grande importance. Et nous avons voulu savoir pourquoi justement Poitiers n'avait pas son festival à elle au regard des nombreux festivals qu'ils soient à Angoulême ou à La Rochelle. Réponse d'Anne Gérard, adjointe au maire de Poitiers en charge de la culture. Écoutez. On entend très bien effectivement qu'on puisse avoir besoin de grands événements qui permettent de faire rayonner. Là, on est plutôt sur le côté attractivité. Et puis, effectivement, pour les gens, ça peut être identitaire. Mais, effectivement, créer de toutes pièces un événement, de toute façon, c'est compliqué. Parce que si l'événement n'est pas créé en lien avec les acteurs culturels du terrain, c'est difficile de le faire prendre. Donc, il faut à la fois du temps et en même temps, aujourd'hui, de l'argent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on préfère, nous, à un moment, non pas concentrer les moyens sur un gros événement à Poitiers, mais effectivement faire en sorte que tout le monde puisse accéder à la culture. Donc, faire en sorte d'avoir toujours une diversité d'événements et donc faire des choix tout à fait multiples. Nicolas Margeau, vous vouliez rebondir sur le bénévolat ? Si on part du principe très misérabiliste qu'il n'y a plus d'argent dans ce pays, je rappellerai quand même qu'il y en a beaucoup qui en ont de plus en plus. D'accord ? Effectivement, l'immense majorité en a de moins en moins. L'argent, on parlait des équilibres tout à l'heure. Il est surtout mal réparti. Mais si la solution, c'est effectivement de remplacer des professionnels par des bénévoles, il faudra faire très attention à ça. Le bénévolat, oui, comme forme d'implication citoyenne dans la construction culturelle, pas de souci. Le bénévolat comme solution de substitution aux professionnels de la culture, là, c'est la double peine. Hein. À l'instant, Régine Desforges, l'initiatrice du Salon du Livre de Montmorillon et la Montmorillonnaise, la régionale de l'Étape est avec nous. Merci de nous avoir rejoints. On
On termine encore ce petit Aparté. en tout cas ces précisions régionales. Je rappelle que nous sommes à Montmorillon à l'occasion du Salon du Livre. L'occasion, eh bien justement, de parler de la situation des libraires indépendants. La région en compte, je crois, une trentaine, Élodie. S'il n'y a pas eu de fermeture cette année en Poitou-Charentes, le chiffre d'affaires a quand même fortement baissé, moins 8% au plan national. Mais Élodie, le tableau n'est pas si noir que cela, et une bonne nouvelle est tombée il y a quelques semaines. Oui, une bonne nouvelle de 2 millions d'euros débloquée par la ministre de la Culture Aurélie Filippetti. C'est une aide d'urgence qui vient s'ajouter aux 16 millions déjà prévus, donc 18 millions en tout pour les libraires indépendants. Yves Boulou, on imagine que pour le maire de Montmorillon que vous êtes, cité de l'écrit et des métiers du livre, cet argent est bienvenu pour faire face aux poids lourds du secteur que sont Amazon, entre autres, ou la FNAC. On ne peut que s'en réjouir parce que c'est vrai que libraire, c'est un vrai métier. Les gros faiseurs comme Amazon, Fnac, etc. ont le mérite de diffuser de la culture malgré tout. Mais je veux dire, c'est une diffusion de masse et qui n'a pas le coût humain que permet le libraire traditionnel. Alors évidemment, quand on est... je salue l'arrivée de Régine. Ça a été l'un de vos premiers métiers, libraire, Régine Deforge. Oui, j'ai été libraire. Libraire et Éditrice. Et je crois que c'est évidemment, quand on est à la ville de Régine, quand on est à la Cité de l'Écrit, on ne peut que se réjouir des aides apportées à la librairie indépendante, bien sûr. Alors, preuve que certains passionnés sont optimistes, en tout cas sur l'avenir des libraires indépendants, à Parthenay, dans les Deux-Sèvres, un couple a créé depuis peu une librairie, la seule de la ville. Reportage. Auparavant, les Parthenaisiens trouvaient ici chaussures à leurs pieds. L'ancien commerce de la famille Bernardo a laissé place aujourd'hui à des étagères remplies de livres. Un changement attendu depuis plusieurs années par bon nombre de lecteurs et lectrices. Une librairie, ça manquait vraiment énormément à Parthenay. Enfin, moi, j'adore les livres et c'est vrai que être avec quelqu'un qui connaît vraiment l'univers du livre, avec qui on peut discuter, c'est vrai que c'est vraiment appréciable en fait. C'est calme, il y a toute une ambiance avec les livres. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais c'est mieux que l'espace culturel. C'est plus authentique en fait. C'est notamment la guerre des clans. Ça se lit assez bien. Hein. Ancien salarié d'une librairie en Vendée, Stéphane Charrier s'est lancé un défi avec sa compagne. Créer une librairie en centre-ville. Et après 2 ans de réflexion, de prospection et de recherche de finances, c'est à Parthenay qu'ils ont posé leurs valises. Cela fait 4 ans que la dernière librairie a fermé. Il y avait donc une nouvelle page à ouvrir. Beaucoup de gens ont encore besoin de feuilleter, de sentir, de toucher les livres avant de les choisir, de flâner dans une librairie. Voilà, la librairie, c'est... Avant d'être simplement un comptoir de vente, c'est aussi un lieu physique où on peut, au hasard des rencontres, des livres qu'on feuillette, faire des découvertes. Le Poitou-Charentes compte une trentaine de librairies indépendantes, un secteur qui, comme les autres commerces, est touché par la crise. Pas de fermeture en 2012, mais des chiffres d'affaires en baisse. Les libraires sont ceux qui font le moins de marge sur leurs ventes. Sur le prix d'un livre, 34% revient aux commerçants. On est les derniers de la pyramide et ceux qui font le moins de marge, avec un stock qui représente beaucoup d'argent. Et c'est vrai qu'une marge assez faible, puisqu'on a le transport et puis, comme les autres commerces, les loyers et les salaires. Mais oui, c'est un commerce très fragile. Et face à la concurrence des sites de vente sur Internet et aux grandes surfaces, les libraires indépendants ne semblent pas inquiets. Ils auraient trouvé l'antidote pour attirer le public, ouvrir davantage leur commerce aux animations, aux rencontres d'auteurs et aux expositions. Régine Deforge, c'est courageux de monter une librairie indépendante aujourd'hui, non? Ah oui, il faut en avoir pour... En avoir quoi? De l'argent ou du courage? Pas l'argent, c'est pas l'argent qui est le moteur de tout ça, c'est le désir, c'est l'amour des livres. Hein, ça. Mais vraiment, pour avoir été libraire à plusieurs reprises, c'est vraiment un métier passionnant, mais un métier très très difficile, où on gagne, il faut le savoir, très peu d'argent, c'est-à-dire le niveau du SMIC. Régine Deforge, c'est la 14e édition du Salon du Livre. Aviez-vous espéré une telle réussite quand vous avez eu l'idée de cette manifestation culturelle à Montmorillon? Non. Non, pas du tout. D'abord parce que je connais bien la région, je connais les difficultés des salons du livre, il y en a maintenant beaucoup. Mais si vous voulez, le public, Poitevin, Limousin, Tourangeau, ils ont répondu présent. Ils sont tous venus en masse. Et ils sont restés fidèles depuis, ce qui est quand même une grande victoire. Est-ce que vous auriez pu aisément créer un salon du livre aujourd'hui, en 2013, aussi facilement ou en tout cas de la même façon? En ce qui me concerne, je réponds oui. Parce que maintenant, tout dépend de la municipalité, de la région, etc., etc.
Vous venez de sortir ce livre, Les filles du cahier volé, dont on parlera tout à l'heure, mais vous êtes surtout l'auteur de la fameuse bicyclette bleue qui s'est vendue à 10 millions d'exemplaires. C'est un chiffre que peu d'auteurs atteignent. Comment vous expliquez ce succès? Ça ne s'explique pas. Vous savez, un livre tombe au bon moment, on ne sait pas. Ça ne se fabrique pas, un succès. C'est le public qui vient, qui est au rendez-vous. Il se trouve qu'avec ce livre, j'ai touché toutes les générations, les jeunes, les vieux, les moins vieux, et les hommes et les femmes. Puisque un ministre du général de Gaulle me dit, vous, quand vous parlez de la guerre, vous dites pas de conneries. Donc, vous voyez, ça a touché beaucoup de gens. Régine Deforge, nous sommes à Montmorillon, votre ville natale, le décor naturel d'un de vos premiers romans, Le Cahier volé. Et vous venez donc de publier aux éditions de La Différence, Les filles du Cahier volé, un entretien entre les deux héroïnes du Cahier volé et le photographe Leonardo Marcos, un livre très beau qui parle de cette cicatrice toujours douloureuse. En lisant le livre, on s'en aperçoit bien, d'un amour adolescent impossible entre deux jeunes filles dans le Montmorillon des années 50. Pourquoi cet entretien, ce livre ? Il se trouve que le photographe Leonardo Marcos a lu le livre, il est tombé, Le Cahier volé, il est tombé amoureux du texte et il a voulu en faire quelque chose avec Manon et moi. Bon, je lui ai dit pourquoi pas, voilà. On parlait de la culture en temps de crise, à quel prix? En 30 secondes, votre point de vue sur cette crise de la culture, en tout cas de la culture en temps de crise, est-ce que c'est pas la même chose? La culture est en crise, on va vous dire toujours que c'est le cas. Il y en a qui sortent leur revolver dès qu'on prononce ce mot. La culture me semble absolument nécessaire à tous. Sans culture, il n'y a pas de mémoire, on n'avance pas. On a besoin de nos racines, on a besoin de savoir d'où on vient et si possible où on va. Messieurs, un dernier mot, une conclusion chacun de 10 secondes. On peut sortir de cette crise par la culture? Moi, ça c'est vraiment, j'en suis convaincu, c'est-à-dire qu'on en sortira même que par là. Là-dessus, il n'y a pas de doute, puisque en fait, c'est la solution, entre guillemets. Alors après, les cheminements sont multiples pour y parvenir, mais en tout cas pour se confronter à la fois, assumer pleinement la différence, assumer pleinement finalement un monde qui est métissé, qui est hybride et qui est en constant mouvement, et vivre à son rythme, vivre avec. Joël Breton, 10 secondes. C'est la même chose, oui. La culture, c'est certainement ce qui nous permet à tous de mieux savoir où on va. En connaissant nos racines, comme ça vient d'être dit, de là d'où on vient, on est plus fort pour aller plus loin. Et dans les périodes comme là, où c'est très compliqué, pour les jeunes qui arrivent derrière, les nouvelles générations, c'est fondamental. Yves Boulou? Pour moi, la culture, c'est indispensable à la vie dans toute société humaine. Je crois que c'est ainsi depuis toujours. Et je crois que la culture est quelque chose à protéger précieusement. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission spéciale. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que le Salon du Livre de Montmorillon a lieu tout au long du week-end, l'occasion de rencontrer son invité d'honneur, par exemple Macha Merrill, mais aussi pourquoi pas Richard Bourringer, Frédéric Hébrard, Régine Deforge bien sûr, et d'autres écrivains au cours des séances de dédicaces et des nombreux débats du café littéraire. Et puis comme la culture ça commence dès le plus jeune âge, je vous rappelle également que tout au long du week-end se déroule sur l'île d'Aix le Salon du Livre Jeunesse, salon organisé par le Centre départemental de documentation pédagogique, et c'est ouvert à tous, là aussi une belle idée de balade. Pour revoir cette émission, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet poitou-charentes.france3.fr ou plus.fr la semaine prochaine. Dernier numéro de La Voix est libre, Club de la presse chez nos confrères de France Bleu La Rochelle, pour leur place au journal court de la mi-journée présenté par Florian Ringdet. Excellente journée à toutes et à tous.